Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure libre, une heure d'analyse et de décryptage des affaires qui font l'actualité avec Factuel Média. Très bonne année, tous nos vœux pour nos auditeurs. Très belle année aussi, tous nos vœux. Noémie Aliwa, que j'accueille. Vous êtes journaliste, chef du service international de Factuel.media et vous rentrez d'Israël. Tous nos vœux également pour notre invité Bruno Tertrais, expert en géopolitique, que l'on est ravi d'accueillir. Et vous êtes l'auteur, entre autres, de La guerre des mondes, le retour de la géopolitique et le choc des empires aux éditions de l'Observatoire. Victor Lefebvre également nous a rejoint de Factuel.media. On vous a réunis car nous voulions avoir des informations au plus près du terrain et essayer de comprendre ce qui se joue en ce moment au Moyen-Orient, en particulier à Gaza. Nous nous demanderons au cours de cette émission quels sont les dangers et les conséquences d'un conflit qui dure. En effet, nous avons appris que les opérations en cours à Gaza pourraient, selon le ministère de la Défense israélien, durer 1 an. Pas moins. Noémie Aliwa, vous rentrez d'Israël. La première question qui vient à l'esprit, évidemment, c'est comment ont été ces derniers jours. Est-ce que on y observe une accalmie ou le conflit est-il toujours au même niveau d'intensité ? Écoutez, le conflit, la guerre se poursuit. C'est-à-dire que l'armée israélienne, Tsahal, a fixé des objectifs et ils poursuivent leurs objectifs, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Il s'agit toujours d'avancer dans Gaza, d'essayer de détruire un maximum pour à terme détruire le Hamas, détruire les infrastructures du Hamas, trouver des otages également. Et donc l'armée israélienne continuera, quoi qu'il arrive, dans sa ligne jusqu'à la fin et jusqu'à la finalité de ses objectifs. Quand on dit que le conflit risque de durer 1 an, c'est ce que promet le ministère de la Défense israélien. Est-ce que c'est annoncer le pire pour avoir de bonnes surprises ou vous croyez réellement qu'on s'achemine donc dans un conflit qui dure ? Il me semble qu'1 an, c'est relativement court. Quand on voyait les propos d'Emmanuel Macron, qui lui considérait que cela pourrait durer 10 ans, et qu'on voyait la difficulté de la guerre qui est menée par Israël, malgré tout, c'est-à-dire c'est une guerre de terrain, avec des soldats sur le terrain, qui sont dans une zone extrêmement hostile. Il faut imaginer qu'il y a des bombes qui sont mises à peu près partout, qui doivent désamorcer, qui doivent avancer, qui doivent détruire les infrastructures du Hamas, qui sont à la recherche, encore une fois, des otages. C'est une guerre extrêmement difficile. Donc forcément, ça prendra du temps. Il faut s'attendre à ce que ça prenne du temps. Alors Bruno Tertrais, l'annonce d'un conflit qui va durer 1 an, est-ce que ça vous a surpris ? Comment expliquer que ça dure d'ailleurs autant ? Car la bande de Gaza, je le rappelle pour les auditeurs, c'est une bande finalement grande de 360 km². C'est juste un peu plus grand que le Val-de-Marne. Écoutez, ça m'a pas vraiment surpris, mais le problème c'est qu'on ne sait pas exactement de quoi on parle. Est-ce qu'il s'agit des opérations principales de destruction des infrastructures du Hamas ou est-ce qu'il s'agit de l'ensemble des opérations militaires visant à dénier à ce mouvement toute capacité de nuisance? Et là, ça pourrait durer effectivement des années. Donc, en soi, donner une durée, ça ne veut pas dire grand-chose. Moi, ça ne m'étonne pas que ça dure très longtemps. Pourquoi ? Pour des raisons à la fois géographiques et opérationnelles. La géographie, c'est 360 km², mais c'était, comme vous le savez très bien, extrêmement dense et extrêmement bien équipé du côté souterrain. Donc ça fait déjà 2 difficultés. Pourquoi ? Parce que la densité, ça veut dire aussi qu'il faut faire attention. Ça veut dire qu'on ne peut pas viser n'importe quoi. Il y a bien sûr la question des otages, donc c'est des précautions supplémentaires. Le problème d'Israël, c'est qu'il doit marcher sur la corde raide entre, d'un côté, agir très fermement et très rapidement, y compris de manière brutale, peut-être même trop brutale parfois, et en même temps ne pas mettre en jeu la vie des otages, et en même temps aussi respecter autant que faire se peut, et c'est pas toujours possible, les populations civiles, les principes, on va dire les principes du droit international humanitaire, parce que c'est beaucoup plus compliqué que dire simplement on vise les civils ou on vise pas les civils. Ça aurait pu être réglé en 1 semaine, c'est la méthode russe, c'est Grozny. Ouais, c'est Grozny. On tapisse de bombes et puis il reste plus rien. On tapisse de bombes, on transforme Gaza en parking. C'est technique, pardon de ce cynisme, mais c'est techniquement possible d'aller beaucoup plus vite. Mais pour des raisons qui tiennent à tout ce que je viens de dire, c'est évidemment pas concevable. Alors, Israël, c'est pas la Russie. Absolument. Comment réagit néanmoins l'opinion publique israélienne, Noémie Aliwa, vous rentrez d'Israël, je le rappelle. Comment les Israéliens traversent ce conflit ? Est-ce qu'ils sont sensibles aussi au nombre de morts côté gazaoui ? Bien sûr qu'ils y sont sensibles. Il n'y a pas de... Vous savez que lorsqu'il y a des attentats en Israël, dans les territoires palestiniens, on distribue des gâteaux et des bonbons pour fêter ça. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas ce genre de choses en Israël. Il n'y a pas de plaisir à infliger de la souffrance. Je n'ai jamais vu ça en Israël. Par contre,
il y a une nécessité de se défendre. Il y a quelque chose de l'ordre de l'instinct de survie qui est très puissant, qui fait que, pour l'heure, la majorité des Israéliens soutiennent cette action de l'armée israélienne parce qu'il en va de leur survie. Et peut-être le sentiment que j'ai le plus ressenti en allant là-bas pour Factuel Média, c'est véritablement un sentiment d'immense... De perdition, de souffrance, de douleur. Il faut vous imaginer qu'à chaque fois, chaque matin, à la télévision, les premières informations qui tombent, c'est le nombre de soldats qui sont morts au front. Ouais. Et puis, ce n'est pas une armée de métier. C'est vrai que nous, en France, on a du mal à imaginer ça. Mais en fait, l'armée, ce sont des jeunes hommes de 20 ans. C'est ce sont les enfants de tout le monde. Ce sont les cousins de tout le monde. Ce sont les copains de tout le monde. C'est la jeunesse. C'est la jeunesse qui se retrouve au front, qui tombe. C'est pas un plaisir pour la société israélienne. Mais elle a été tellement marquée et elle sent tellement qu'elle a besoin de se défendre et de détruire le Hamas pour pouvoir survivre, qu'elle soutient cette guerre dans sa grande majorité. Et est-ce qu'elle soutient le pouvoir politique, en particulier le Premier ministre Benjamin Netanyahou? Est-ce que c'est le sentiment que vous avez eu, ou vous sentez que la rue israélienne est beaucoup plus mitigée sur les sondages sont extrêmement clairs, c'est-à-dire... Après la guerre, la majorité des Israéliens veulent qu'il y ait un changement du régime en place. C'est extrêmement clair là-dessus. D'ailleurs, il le dit, Benjamin Netanyahou. Alors certains disent qu'il ne partira jamais parce que le pouvoir, c'est sa vie. Mais malgré tout, normalement, ce qui a été décidé dès le départ, ce qu'on dit Benjamin Netanyahou, le ministre de la Défense, et tous ceux qui considèrent aussi qu'ils ont fait partie de cette grande débâcle du renseignement de l'armée et du pouvoir politique avec le 7 octobre, tous devront partir, normalement, c'est ce qu'attend en tout cas la société israélienne. Donc il va y avoir, je pense, un renouvellement du pouvoir politique, un renouvellement aussi des hauts gradés militaires et du renseignement qui sont comptables de ce fameux 7 octobre et de cette déroute de tout le système de renseignement. On rappelle qu'il y a eu plus de 1200 morts dans la journée du 7 octobre et qu'on a parlé de pogrom à juste titre. Comment sentez-vous l'opinion israélienne, Bruno Tertrais? Alors d'abord, je n'ai pas les mêmes capteurs que Noémie. Moi, je vois les choses de très loin. Il me semble, sous votre contrôle justement, Noémie, il me semble tout de même qu'il y a une différence entre, on va dire, comme souvent en Israël, Tel Aviv et Jérusalem. C'est-à-dire que à Jérusalem, il semble qu'il y ait quand même encore beaucoup de soutien de Netanyahou. Je veux dire, la droite israélienne n'est pas morte, et l'idée selon laquelle, après tout, c'est le patron, c'est le chef de guerre, et est-ce qu'elle n'est pas quand même encore présente dans une partie significative? Voilà, c'est peut-être le dernier petit village gaulois, Jérusalem, pour Netanyahou, mais ça existe encore. Est-ce qu'on peut dire vraiment qu'il est mort politiquement alors que c'est le survivant politique par excellence? Non, cette distinction, elle est extrêmement intéressante entre Jérusalem et Tel Aviv. Effectivement, ce sont deux villes qui se font face, ce sont deux villes qui sont même construites, je pense, en opposition l'une à l'autre. Et effectivement, à Jérusalem, on vote Netanyahou. Effectivement, à Tel Aviv, on vote plutôt des partis de gauche, de centre-gauche, voire d'extrême gauche, alors même que dans le reste du pays... c'est très différent. Mais quand même, beaucoup de gens qui soutenaient Netanyahou, là, ne le soutiennent plus. Alors, il restera toujours, comme vous dites, ce village gaulois, mais il est extrêmement réduit depuis le 7 octobre. Beaucoup de gens qui soutenaient Netanyahou jusque-là, vraiment veulent un changement de pouvoir politique. Sur les réseaux sociaux, on voit également des extrémistes religieux qui sont en pleine opposition au pouvoir politique et qui sont en pleine opposition même à l'intervention d'Israël à Gaza. Ça a de quoi surprendre. Écoutez, je pense que vous parlez de secte, là. Ouais. De secte comme Neturei Karta, vraiment, c'est absolument pas représentatif de... Mais c'est intéressant. Qu'est-ce qu'ils pèsent, ces gens-là? C'est instrumentalisé. Parce qu'on les voit sur les réseaux sociaux. C'est instrumentalisé par les antisionistes pour montrer qu'il y a des gens avec des barbes, en gros, et des chapeaux qui sont contre Israël. Mais c'est extrêmement minoritaire. Là, vous me parlez de sectes qui sont quelques dizaines de personnes maximum. D'accord. Mais effectivement, d'un point de vue de l'image, c'est très parlant. Bruno. Alors, on connaît tous la diversité, l'extrême diversité de la société israélienne, y compris de la société politique israélienne, la diversité de cette coalition. Moi, je dirais que ce qu'il fait le plus de mal à l'image d'Israël aujourd'hui, ça n'est pas effectivement ces sectes extrêmement marginales. C'est plutôt les prises de parole de quelques ministres, et de deux en particulier que nous connaissons bien, qui ont le langage le plus ferme, le plus brutal, et qui vont bien au-delà
des objectifs affichés du gouvernement, du War Cabinet, du gouvernement de guerre aujourd'hui. Et c'est pour cela, d'ailleurs, je pense qu'on en dira peut-être un mot, que le plan qui a été présenté par M. Gallant aujourd'hui le plan, les idées qui seraient celles, selon lui, qui devraient gouverner l'administration de la bande de Gaza après la guerre, c'est intéressant parce que ça contrebalance un petit peu cette image donnée par les ministres les plus extrémistes du gouvernement Netanyahou. Dans un instant, on revient et on va se demander quels sont les dangers et conséquences pour la France, l'Europe, d'un conflit qui dure au Moyen-Orient. Est-ce qu'il va y avoir des tensions sur les matières premières? Est-ce qu'il y a à craindre des actions terroristes en Europe? Est-ce que les accords de paix dits d'Abraham entre Israël et les États arabes vont être anéantis? Et on reviendra sur l'opération menée par les services israéliens au Liban qui a permis de tuer mardi dernier Saleh al-Harouri, le numéro 2 du Hamas palestinien. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, une heure d'analyse, de décryptage de l'actualité avec Factuel.media. Je suis toujours avec Victor Lefebvre, Noémie Alouya, chef du service international de Factuel, et Bruno Tertrais, spécialiste en stratégie, en géopolitique, auteur de La guerre des mondes, le retour de la géopolitique et le choc des empires aux éditions de l'Observatoire. Alors ensemble, nous parlons des dangers et conséquences pour la France et l'Europe d'un conflit qui dure au Moyen-Orient après l'annonce par le gouvernement israélien d'opérations à Gaza qui risque de durer 1 an, 12 longs mois. Bruno Tertrais, est-ce que les accords de paix dits d'Abraham, qui ont été si longs à mettre en place entre Israël et certains États arabes, comme le Maroc, l'Émirat arabe uni, vont être anéantis? Non. Non, ils ne le seront pas. En tout cas, les fondements de ce qui a amené aux accords d'Abraham, c'est-à-dire l'intérêt mutuel essentiellement, ils demeureront, à moins que dans tel ou tel pays, l'opinion publique s'émeut au point que le pouvoir doive céder et remettre en cause des relations diplomatiques avec Israël. Mais ça n'est... D'abord, on est dans des pays où l'opinion publique est relativement bien contrôlée, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Et puis moi, ce que je constate, c'est que l'Arabie Saoudite a quand même été extrêmement fine dans la manière dont elle a réagi depuis le 7 octobre. Bien sûr, il y a des condamnations, mais il y a aussi des messages très clairs. Le Hamas, c'est aussi notre ennemi. Donc ça, c'est quand même extrêmement important, même si l'Arabie Saoudite, comme vous le savez bien, ne fait pas encore partie des accords d'Abraham. Moi, j'étais au Maroc il y a quelques semaines dans une grande conférence internationale où on aurait pu imaginer que les organisateurs changeaient l'agenda pour qu'on parle énormément de la Palestine, du Moyen. Non, pas du tout. Non, c'était un événement parmi d'autres. Il n'y avait aucun signe, et pourtant il y avait beaucoup de gens proches du pouvoir marocain, mais il n'y avait aucun signe de la volonté de ce pays de remettre en cause. Et donc voilà. Pour moi, le diagnostic est très clair. En tout cas, le pronostic plutôt est assez clair. La logique des accords d'Abraham n'est absolument pas remise en cause. L'établissement éventuel de relations entre l'Arabie Saoudite et Israël, en revanche, c'est pas pour demain, mais ça reste peut-être pour après-demain. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un risque d'escalade à craindre? Je vous pose cette question car mardi dernier, on a appris que les services israéliens avaient mené une opération au Liban, une opération très sensible qui a permis de tuer le numéro 2 du Hamas palestinien et qui était censé être le cerveau de l'opération minutieuse de 7 octobre qui a fait, je le rappelle, 1200 morts israéliens et des otages dont on est encore sans nouvelles pour la majorité d'entre eux. Noémie Alouya, comment a été présentée et accueillie la mort de Saleh el-Harouri en Israël déjà? Écoutez, vous savez, ça aussi, ça faisait partie des objectifs de guerre. Donc, il n'y a pas de surprise, si vous voulez. Israël, dès le début, quelques jours après le 7 octobre, elle a dit « Nous allons poursuivre tous les dirigeants du Hamas, tous ceux qui ont perpétré cette opération. » Donc, si vous voulez, Israël ne fait que mettre en action les choses qui ont été annoncées. Partout ailleurs. Ça veut dire qu'il y a peut-être des accords avec certains des cadres du Hamas, en échange, peut-être dans des cadres de négociation, certains pourraient, entre guillemets, sauver leur peau, mais ce n'est pas le cas pour tous. Ça, c'est évident. Et alors, pour revenir sur la question du risque de l'extension, j'ai regardé les discours de Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah, et j'ai regardé aussi les discours d'Israël. Et des deux côtés, on dit bien qu'on ne veut pas la guerre avec l'autre. C'est ça qu'il faut retenir, même si le Hezbollah passe son temps à canarder le nord d'Israël avec des obus de mortier, etc., etc. Mais quand vous regardez vraiment les discours, Israël dit bien c'était le Hamas, le bureau du Hamas. D'ailleurs, la frappe était extrêmement chirurgicale. Ouais. C'est le numéro 2 du Hamas qui a été
été visé, lui et son équipe, et certainement pas d'autres personnes du Hezbollah ou quoi. Et d'ailleurs, quand vous regardez ensuite le discours de Nasrallah, il dit bien, si vous nous faites la guerre, nous allons répondre. Mais Israël ne veut pas de la guerre. Personne ne veut. Israël est déjà en guerre avec le Hamas à Gaza. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de désir de part et d'autre. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas dégénérer à tout moment, parce qu'à un moment donné, le Hezbollah, en tapant le nord, pourrait toucher à des civils, et dans ce cas-là, il y aurait un embrasement. Néanmoins, quand on voit que le numéro 2 du Hamas va se réfugier au Liban, on sent bien qu'il y a une certaine porosité entre le Hamas et le Hezbollah libanais. C'est le fameux axe de la résistance, effectivement, tout ça, ça fait partie de la grande machinerie de l'Iran, même si c'est vrai que le Hezbollah, Nasrallah a passé son temps à dire c'est une entreprise purement palestinienne, nous n'avons pas participé à cela parce qu'ils craignent les répercussions d'Israël. Tout ça, c'est des imbrications qui sont extrêmement techniques. C'est un jeu de théâtre, même si effectivement, on l'a vu, effectivement, l'un des bureaux du Hamas était dans le fief du Hezbollah dans le sud de Beyrouth. Bruno. Oui, alors d'abord une remarque générale, à chaque fois qu'il y a une crise ou un conflit au Proche-Orient ou au Moyen-Orient, on parle de la peur de l'embrasement. C'est systématique depuis 50 ans. C'est pas la même chose en Asie ou en Afrique, c'est comme s'il n'y avait pas de risque d'embrasement. Oui, c'est vrai. Deuxième remarque. Bonne remarque. Deuxième remarque, l'escalade, elle est déjà là. Ce qui se passe en mer Rouge depuis la mi-octobre est quand même extrêmement impressionnant. Alors, rappelez pour nos auditeurs ce qui se passe. Les Houthis, une milice yéménite très proche de l'Iran, pas forcément téléguidée par l'Iran, mais armée par l'Iran et qui agit souvent avec les encouragements de l'Iran, a attaqué des intérêts américains, des intérêts occidentaux, des navires américains, des navires occidentaux. Il y a aussi l'escalade, elle a déjà eu lieu en Irak, où des intérêts américains ont été frappés à de multiples reprises. Donc, je veux dire, voilà, l'escalade, l'embrasement, on y est déjà, avec une interruption partielle du trafic des navires les plus gros, le trafic maritime continue, mais c'est vrai que les plus gros navires et quelques grandes compagnies sont obligés de faire le tour par l'Afrique, ce qui renchérit le temps et donc le prix d'un certain nombre de marchandises. Alors, il reste deux possibilités, effectivement. Alors, Noémie a parlé du Liban. Moi, je me pose quand même la question de savoir si dans un an, après la fin de l'opération à Gaza, on ne changera pas de vision du Hezbollah. Autrement dit, le Hezbollah, c'est une entité avec laquelle il y a une relation de dissuasion depuis une quinzaine d'années. Mais est-ce que pour Israël, il sera admissible d'avoir encore au nord quelque chose qui pourrait lui faire aussi mal qu'au sud? Autrement dit, un nouveau 7 octobre en provenance du Nord, moi, si j'étais planificateur israélien, je me devrais de prendre cette menace en considération. Donc, peut-être que pour l'avenir lointain, la vision du Hezbollah pourrait changer en Israël. Et une dernière chose, il y a quand même la Cisjordanie, sur laquelle il y a quand même énormément d'incidents, y compris de la part de colons extrémistes qui, là, pour le coup, mettent de l'huile sur le feu. Et là, on peut parler de risque d'embrasement. Donc, vous voyez, ces notions d'escalade ou d'embrasement, elles doivent être un petit peu déconstruites, si j'ose dire, pour être un peu plus précis dans l'analyse. Oui, juste pour ajouter quelque chose, il faut savoir qu'il y a plus de 80 000 personnes qui habitent dans le nord d'Israël qui refusent de retourner chez eux pour des raisons de sécurité. Ils ont été déplacés, on les voit dans les hôtels, ils sont un peu jetés, des familles entières. On a du mal à s'imaginer, mais moi j'ai vu ces gens remplir des sacs dans des bus et partir et quitter chez eux, notamment dans la ville de Kiryat Shmona. C'est vrai qu'on parle beaucoup des déplacés palestiniens, mais on ne parle pas beaucoup des déplacés israéliens. Il y a toutes ces villes qui sont en bordure du nord, qui sont vides, parce que les habitants ont dû partir. Et eux, ils refusent. D'ailleurs, ils ont envoyé une lettre dans la presse au président américain, parce que c'est le président américain qui tient Israël pour dire à Israël calmez-vous et ne répondez pas trop au Hezbollah. Il y a toute une population qui est déplacée, qui ne peut pas retourner chez elle et qui ne veut pas retourner chez elle pour des raisons de sécurité. Donc effectivement, il y a un moment où, même si pour l'instant Israël est embourbé dans sa guerre avec le Hamas à Gaza, où Israël devra répondre pour le bien de sa population qui ne peut pas pour l'instant retourner chez elle. Et ça, c'est extrêmement problématique. Je voudrais qu'on revienne sur cette opération qui a eu lieu au Liban mardi dernier. En France, on a été surpris de la réaction de certains représentants de la France insoumise qui ont été
indignés de cette opération menée par Israël en territoire libanais. C'était pourtant une frappe chirurgicale, extrêmement ciblée donc. Mais vous comprenez, Bruno Tertrais, ce soutien de plus en plus explicite au chef du Hamas de la part de représentants, de députés de la France Insoumise? Je dirais qu'il ne me surprend pas, puisqu'il est cohérent avec tout le discours d'un certain nombre de la quasi-totalité des députés de la France Insoumise qui se sont exprimés sur le sujet depuis le 7 octobre. Oui, mais au début, il parlait du soutien aux populations civiles, puis après aux résistants, et maintenant, c'est carrément s'indigner de la mort du chef du 7 octobre, entre guillemets. En fait, si j'ai bien suivi, un député au moins s'est dit publiquement indigné du fait qu'Israël aurait commis, je cite, un crime de guerre en s'attaquant à cette personne. Alors, rappelons que ça n'est pas un crime de guerre. Parce que ce monsieur, ça n'était pas un civil, c'était un chef de guerre. À partir du moment où vous assassinez un chef de guerre, c'est un objectif militaire légitime. Et par ailleurs, ça a été rappelé, c'est vrai que cette opération a montré qu'Israël était encore parfaitement capable de mener des opérations très ciblées même les images sont assez impressionnantes, ça a été extrêmement précis. Ce qui montrait bien d'ailleurs que des précautions étaient prises pour ne pas susciter une réaction du Liban ou du Hezbollah. Donc c'est assez troublant, effectivement, ces réactions de députés de la France Insoumise, car on est au-delà de toute rationalité géopolitique, mais il y a peut-être une rationalité politique. Peut-être que ce discours plaît à certains de leurs électeurs ou électeurs potentiels. Ah bon. Alors, autre question, est-ce qu'il y a à craindre des actions terroristes en Europe? Dans un instant, on revient avec mes invités pour se demander aussi quelles conséquences ce conflit peut avoir sur la marche du monde et en particulier sur les tensions sur les matières premières, le pétrole, j'allais dire le patron pétrole, n'est-ce pas? À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, une heure d'analyse, de décryptage des affaires qui font l'actualité avec Factuel Média. Nous sommes toujours avec Noémie Alouya, avec Bruno Tertrais, spécialiste en stratégie et géopolitique, auteur de La Guerre des mondes, le retour de la géopolitique et le choc des empires, et puis Victor Lefebvre, également de Factuel.media. Alors, on parle ce matin des conséquences d'un conflit long à Gaza. Est-ce qu'il y a à craindre des actions terroristes en Europe? Je rappelle quand même que le samedi 2 décembre dernier, l'auteur de l'attentat du pont de Bir Hakeim, Armand Iman Rajabpour, a justifié son geste en garde à vue en disant qu'il avait frappé en réaction au sort fait aux musulmans du monde et en particulier ceux de Palestine. Alors Bruno Tertrais, est-ce qu'il faut craindre d'autres actions terroristes en Europe? J'ai toujours du mal à répondre à ce type de questions de manière extrêmement simple et courte, mais je vais vous dire la chose suivante. L'État islamique et tous les individus ou les groupes qui s'en réclament n'ont pas besoin de la Palestine pour s'attaquer à l'Europe, pour s'attaquer à la France, pour s'attaquer aux Occidentaux. Petit rappel, l'État islamique a revendiqué il y a quelques jours le plus grand attentat en Iran, depuis 1981, je crois. Donc, si vous voulez, on voit bien que c'est un mouvement qui n'a pas exactement la stratégie que certains lui prêtent. Il a une stratégie complexe. Là, c'était parce qu'il déteste les chiites, pour faire simple. Si c'est bien eux qui l'ont revendiqué, qui ont commis cet attentat. Donc, peut-être qu'il y aura quelques attentats, commis au nom d'un supposé soutien inconditionnel à Israël qui, je le rappelle, n'est pas inconditionnel, quoi qu'on en dise. Enfin, il y a très peu de pays occidentaux qui ont une attitude qu'on peut qualifier de soutien inconditionnel à Israël. Qu'on parle du droit d'Israël à se défendre est une chose, mais c'est pas un soutien inconditionnel. Mais je le répète, le point principal, c'est que malheureusement, une mouvance telle que l'État islamique n'a pas besoin de la cause palestinienne pour trouver des justifications, des prétextes et des motivations prétendues pour laver le cerveau de telle ou telle personne ou pour commanditer directement un attentat en Europe. Voilà. Alors, plus prosaïquement, est-ce qu'il faut redouter des tensions sur les matières premières, en particulier gaz et pétrole? Est-ce qu'on est au bord d'un nouveau choc pétrolier avec l'annonce de ce conflit qui va durer? Je vais vous donner 2 chiffres. Je me doutais bien vous m'aviez dit qu'on en parlerait. Donc il faut être prosaïque. Donc j'ai regardé les chiffres. Le cours du Brent, c'est-à-dire le cours du baril de pétrole qui fait référence, le 7 octobre, c'est $85. Aujourd'hui, c'est $78.
D'accord. Alors vous voyez bien qu'il n'y a pas de choc pétrolier. S'il devait y avoir... Le marché du pétrole n'est pas du tout ce qu'il était dans les années 1960 et 1970. Voilà. Je ne vois pas de raison aujourd'hui de penser qu'il puisse y avoir un nouveau choc pétrolier. On n'est pas à la guerre du... on n'est pas en 1973 au moment de la guerre du Kippour, même si d'ailleurs le choc pétrolier de l'époque était plus compliqué que alors lié à cette quel guerre. autre type de conséquences il peut y avoir pour les Français, pour les Européens de ce conflit qui s'embourbe à Gaza, enfin qui prend du temps? Oui, pardonnez-moi Stéphane Simon, mais chaque fois qu'il y a un conflit, là encore au Moyen-Orient, on parle de bourbier, et puis parfois il se passe des choses qui font que ça se débloque ou ça va plus vite que prévu, ou plus lentement que prévu. Moi, il y a une passion autour du conflit israélo-palestinien. C'est pas comme un autre conflit. Nous sommes ça rend tout le monde fou. Ça rend tout le monde passionné. Ce n'est pas. C'est vrai, on pourrait se dire attendez, il y a le conflit en Syrie, il y a le conflit au Yémen, il y a des conflits dans le monde entier. Il y a le conflit en Ukraine, bien sûr. Mais cette guerre-là, elle rend fou tout le monde. Nous sommes d'accord. C'est bien pour cela que je disais que le mot bourbier n'est pas approprié, parce que quand c'est un bourbier, il se passe pas grand-chose. Alors que là, de toute façon, tous les jours, il y a des réactions effectivement extrêmement passionnelles, des réactions à fleur de peau. Je suis d'accord avec Noémie. C'est un conflit qui est perçu différemment et vu différemment, sans doute à tort, mais ça, bon, pour les raisons, on pourra y venir une autre fois. Mais pour être très directement en réponse à votre question, je dirais que si l'Iran décidait qu'il devait s'impliquer plus avant, d'une manière ou d'une autre, dans ce conflit, dans ses ramifications diverses, oui, les choses pourraient être plus graves. Si les Houthis, ces milices yéménites qui s'attaquent au trafic maritime en mer Rouge, devaient avoir des succès beaucoup plus importants qu'ils l'ont aujourd'hui, en dépit des opérations qui sont maintenant lancées par les Occidentaux, parce que ça y est, les Occidentaux sont un peu réveillés. Hein. Ils ont prévenu, attention, n'allez pas trop loin, parce que sinon vous allez voir. Bon, ça veut dire concrètement qu'il pourrait y avoir une opération américaine ou occidentale. De la paix. Je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, la tranquillité de la mer Rouge. En tout cas, de destruction d'un certain nombre de capacités des Houthis au Yémen. Bref, je crois que la conséquence principale pour nous Français, pour nous Européens, c'est d'une part le traumatisme que ça crée dans nos propres esprits, quelles que soient les convictions que l'on peut avoir, les risques terroristes, on en a parlé, ils ne sont pas forcément plus élevés aujourd'hui. En tout cas, malheureusement, le terrorisme n'a pas besoin de cela. C'est peut-être dans la société française, dans les sociétés européennes, à mon avis, que les conséquences peuvent être les plus marquées, même si on l'a vu par le passé. Des choses dont on disait que ça allait créer des fractures mondiales, des fractures au sein des sociétés européennes. Au bout de 6 mois, 1 an, il y a une autre crise et personne n'en parle plus. Donc là, la question, c'est de savoir, c'est comme disait Noémie, si ce conflit est suffisamment perçu comme différent pour que les esprits changent ou pas. Et j'ai pas de réponse encore à ce Alors, stade. je profite de votre présence pour vous poser une question qui va peut-être vous paraître un peu naïve, tant pis, mais est-ce que l'on peut imaginer, ou c'est de la pure science-fiction, que la Russie pourrait se mettre à soutenir le Hamas et ses alliés et s'opposer aussi à Israël parce que Israël est l'allié des Américains? Non, j'ai du mal à y croire parce que Poutine a trop investi dans sa relation avec Israël et dans sa relation personnelle avec Netanyahou en particulier pour risquer de tout perdre au bénéfice de je ne sais pas trop quoi. En revanche, présenter le Hamas comme un mouvement de résistance, dire qu'ils comprennent la manière dont certains mouvements palestiniens peuvent s'opposer au colonialisme, entre guillemets, s'opposer à la domination occidentale, comme le font notamment le ministre des Affaires étrangères, M. Lavrov, qui a reçu à plusieurs reprises les dirigeants du Hamas. Ça oui, mais pas au prix, à mon sens, de rompre cette relation avec Israël. Je rappelle aussi qu'il y a une population, alors aujourd'hui je n'ai plus les chiffres en tête, mais Noémie doit les avoir, la population d'origine russe et d'origine ukrainienne en Israël est devenue extrêmement importante. C'est la plus grande diaspora. Voilà, c'est la plus grande diaspora. Donc pour toutes ces raisons, non, Israël ne va pas entrer en guerre, la Russie ne va absolument pas entrer en lice et encore moins entrer en guerre contre Israël. D'accord. Noémie Alouia, justement, est-ce que les Israéliens, pour les Israéliens, la période que le pays traverse, c'est un traumatisme comme jamais connu depuis la création d'Israël
d'Israël, hein, évidemment on ne va pas revenir à la Seconde Guerre mondiale, ou est-ce que c'est une guerre comme Israël on a déjà connu, on se souvient de la guerre des 6 jours, de la guerre de Kippour, est-ce qu'il y a, dans ce que vous avez ressenti auprès de la population, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'ils traversent en ce moment, ou c'est quelque chose auquel ils sont habitués, c'est-à-dire à cette défiance? Il n'y a pas de précédent. Il n'y a pas de précédent. La raison pour laquelle les autres guerres, c'était des guerres contre des soldats, des guerres d'armées contre des armées, de pays contre des armées. Là, vous avez le commun des mortels, des mamies qui étaient chez elles, qui se sont fait massacrer, des familles entières massacrées, des enfants égorgés, etc., etc. Donc, vous avez vraiment là un pogrom qui s'est passé, le premier pogrom depuis la Shoah, et en plus en Israël. Donc il n'y a pas du tout de précédent. C'est un traumatisme, ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'il y a une génération 7 octobre, Israël ne sera plus jamais le même, et vous avez, dans un pays où il y a une résilience immense, où la population est très forte en général face à l'adversité, là vous avez un taux jamais vu de gens qui prennent des médicaments, parce que le traumatisme il est symbolique mais il est aussi psychique. Donc vous avez énormément de gens qui prennent des médicaments parce que c'est un trauma qui est très profond. Voilà, les problèmes psychologiques sont très forts en ce moment en Israël comme jamais. On parle moins de la question des otages, elle est pourtant toujours sur la table, il y a encore beaucoup d'otages dont on n'a pas de nouvelles. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, ça fait partie des objectifs militaires, mais la vérité, c'est que pour l'instant, ils n'ont pas vraiment réussi à y arriver par la voie militaire. Donc, il y a sans doute des négociations qui vont se remettre en place. On apprend tous les jours, malgré tout, qu'il y a des otages qui sont abattus par le Hamas. On ne sait pas, pour être tout à fait honnête, combien aussi sont morts dans le travail de l'armée, même si l'armée fait extrêmement attention. On sait qu'il y a 3 otages qui ont été abattus par l'armée israélienne. L'armée l'a reconnu. C'est une question extrêmement difficile, douloureuse. Ils se réunissent sur la place des otages à Tel Aviv. Il y a une intensité, une douleur de la part des proches qui est immense. Et la société, elle est vraiment très, très, très marquée par tout ça. Bruno Tertrais, comment la communauté internationale pourrait apporter son soutien à une solution de sortie de crise? Pour l'instant, on a l'impression que les États-Unis soutient fortement leur allié israélien. On a l'impression que tant que ce sera le cas, la communauté internationale laissera l'État hébreu régler son sort au Hamas et qu'il n'y aura pas beaucoup plus à dire. Je crois qu'il y a un mythe qu'il faut non pas déconstruire, parce que j'ai déjà employé ce mot et que je l'aime pas beaucoup, et donc qu'il faut briser. On sait à qui vous l'avez emprunté en plus. Il y a un mythe qu'il faut briser, c'est l'idée selon laquelle si les États-Unis voulaient, ils pourraient faire ce qu'ils veulent d'Israël ou en Israël. Et c'est bien mal comprendre et connaître la société de ce pays. Bien sûr que l'amitié et le soutien des États-Unis sont extrêmement importants, et je fais partie de ceux qui pensent que Joe Biden a eu la bonne attitude, c'est-à-dire l'équilibre entre le soutien amical et en même temps les conseils d'amis au sens le plus noble du terme. Là encore, il n'y a pas de soutien absolument inconditionnel de la part des États-Unis, c'est pas vrai, mais si demain l'Amérique devait laisser tomber Israël, eh bien, je pense que les Israéliens se diraient, eh bien, comme plusieurs fois dans notre histoire, nous sommes de nouveau tout seuls, eh bien, on se débrouillera tout seul. L'idée qu'on peut tordre le bras d'un pays, surtout d'un pays comme Israël, qui se retrouve face à une menace qu'il considère comme étant existentielle, c'est un mythe. Alors, maintenant, je réponds à votre question. Qui peut faire quelque chose? Je crois que rien ne se fera sans une implication de l'Amérique et de l'Arabie Saoudite. Voilà, parce que l'Arabie Saoudite est le pays arabe le plus important, celui qui a le plus d'influence, et celui qui a, même si sa situation financière est plus compliquée qu'elle en a l'air, elle a éventuellement des fonds à dépenser pour la reconstruction, comme certains autres pays du Golfe. Mais la condition permissive pour qu'il se passe quelque chose, ça sera aussi, à mon sens, le renouvellement des leaderships. C'est-à-dire le renouvellement du leadership en Israël, on en a parlé, mais bien sûr aussi renouvellement du leadership à Ramallah, c'est-à-dire dans les territoires palestiniens. En attendant, côté israélien, qu'est-ce que ce conflit change dans la vie au quotidien, Noémie? Est-ce que pendant un conflit qui dure pendant 1 an, est-ce qu'on vit différemment du coup côté israélien, ou alors on est la vie presque comme d'habitude avec simplement une vigilance pour les alertes? Alors, la vie ne peut pas continuer comme d'habitude, encore une fois, pour la raison pour laquelle les jeunes, la jeunesse,
est à la guerre, est sur le front. Donc tous les jours, vous avez des morts, vous avez des familles détruites, vous avez aussi un trauma psychologique, je reviens là-dessus. Donc vous avez une situation qui est très 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 dure, qui fait que la vie ne reprend pas comme avant le 7 octobre, c'est impossible. Par contre, les ministres insistent pour que l'économie reprenne doucement. Et donc, ils essayent malgré tout d'impulser une sorte de vie qui reprend, parce que sinon le pays va au crash. C'est une économie là qui est très 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 impactée par la guerre. La vie n'est absolument pas comme avant, mais c'est vrai qu'il y a une tentative de retour à la normale, doucement. Les autorités appellent la population à revenir à la normale. Mais comment vous pouvez faire quand vous avez, encore une fois, 70 000 personnes dans le nord et dans le sud qui sont déplacées, qui vivent dans des hôtels, la jeunesse qui est mobilisée sur le front, les familles détruites, c'est pas évident. Merci Bruno Tertrais. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage passionnant, La guerre des mondes, le retour de la géopolitique et le choc des empires, aux éditions de l'Observatoire. Dans un instant, on change de sujet, ou presque. On va reparler de nouvelles menaces sur les professeurs. On a appris il y a quelques jours qu'un professeur d'histoire-géographie de Nanterre avait été placé sous protection policière. On se retrouve avec Victor Lefebvre et Noémie Aluya. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, une heure d'analyse de l'actualité, toujours en compagnie de Noémie Alibois et de Victor Lefebvre de Factuel Média, plateforme d'investigation. Alors malheureusement, la série noire des professeurs menacés de mort continue, Victor Lefebvre. L'assassinat de Dominique Bernard à Arras est encore dans toutes les têtes. Et puis nous avons assisté avant les fêtes de Noël aux agressions à Issou, à Rennes contre des professeurs. Et là, cette fois, des menaces de mort ont été proférées à l'encontre d'un professeur d'histoire-géographie du lycée Joliot-Curie de Nanterre. C'est ce qu'on a appris en lisant Factuel.media. Oui, effectivement, tout part en fait d'un cours qui a été donné par ce professeur, évidemment, dont on taira le nom, qui est un professeur d'histoire-géographie. Il a donné un cours basique, qui fait partie du programme d'histoire-géographie, sur le conflit israélo-palestinien et également sur les attentats islamistes en France, la vague d'attentats que connaît la France depuis plusieurs années. C'était le 17 octobre dernier, donc pour situer dans le temps, on est 4 jours après l'assassinat de Dominique Bernard à Arras, vous l'avez dit, 10 jours après l'attaque du Hamas en Israël, et donc il donne ce cours, et il a été effectivement menacé. On a retrouvé un tag au sein même de l'établissement, non pas à l'extérieur, mais au sein même de l'établissement, indiquant « T'es mort », avec le nom du professeur, Monsieur X, T'es mort, comme Samuel Paty, FDP, donc fils de pute, une insulte directe contre lui. Alors ces menaces font suite, vous dites, à un cours donné sur les attentats islamistes et sur le conflit israélo-palestinien, mais rien que de très banal. Très banal, voilà, ça fait partie du programme. D'ailleurs, c'est ce que dit son avocat qu'on entendra tout à l'heure. Rien d'exceptionnel, un cours basique. C'est pas le premier, malheureusement, à être dont le sort serait comparé à celui de Samuel Paty. Il y a beaucoup de professeurs ces derniers mois. On a une vague vraiment qui revient de professeurs qui sont, vous l'avez rappelé aussi également à Issou, cette professeure de français qui a simplement montré un tableau de la Renaissance qui a été également menacé, taxé d'islamophobe. Et d'ailleurs, Michael Paty, dans un entretien qu'elle avait donné au Point, avait dit « Mon patronyme est devenu synonyme d'insulte aujourd'hui ». Ce qui dit quand même... Incroyable. Alors, vous voyez, cette discussion rejoint notre discussion préalable, Noémie Alibois, parce que nous parlons du conflit israélo-palestinien et voilà, les incidences en France. Encore un professeur menacé. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on rejoigne Maître Romain Léandri. C'est l'avocat de ce professeur menacé, dont on ne donnera évidemment pas le nom. Est-ce que vous m'entendez, Maître Léandri ? Oui, bonjour, je vous entends parfaitement. Parfait, merci. Alors, la première question qu'on vous pose, c'est comment va le professeur d'histoire-géographie dont nous ne donnons pas le nom, et puis comment a réagi sa hiérarchie, le rectorat, le ministère? Alors, je vous remercie tout d'abord de poser cette question. C'est un enseignant courageux mais inquiet aujourd'hui, inquiet notamment depuis que l'affaire s'est un petit peu emballée médiatiquement. Il est inquiet d'abord pour sa sécurité personnelle, pour celle de sa famille, puisqu'il ne faut pas oublier que lorsque une personne est menacée, c'est l'ensemble de la famille et même du lycée qui est concerné. Et puis également inquiet pour son avenir professionnel, puisque pour l'instant, alors que c'est sa volonté première, lui ne peut toujours pas reprendre les cours. Alors vous dites que sa volonté est de revenir à l'établissement, mais que les conditions ne sont pas encore réunies pour qu'il puisse reprendre les cours. Non, sa volonté personnelle, c'est de reprendre dans les mêmes conditions, puisqu'il aimait ce poste. C'est pour ça qu'il avait choisi cet enseignement. Après, pour le moment, on attend la décision de sa hiérarchie.
Je pense, entre nous, qu'une mutation va être envisagée, mais dans ces cas-là, nous espérons que c'est une mutation qui se fera dans les mêmes conditions professionnelles et financières que le poste qu'il occupe actuellement, puisqu'il serait, à mon sens, tout à fait invraisemblable qu'un enseignant victime se retrouve dans une situation dégradée par rapport à son poste précédent. Absolument. Alors, on a quand même envie de vous demander qu'est-ce qu'il y avait dans ce cours sur le conflit israélo-palestinien de si choquant pour que ça puisse entraîner une réaction. On imagine qu'il n'y a pas eu autre chose que l'exposé de faits historiques. Alors, je vous remercie de poser cette question. Je vais aller encore plus loin que M. Lefebvre. Ce cours, c'est pas un cours sur les attentats. C'est un cours sur l'histoire contemporaine et sur la géopolitique. À l'intérieur de ce cours, nécessairement, la question des attentats et du conflit israélo-palestinien a été évoquée, et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une altercation. Mais c'est pas un cours spécifique sur le terrorisme. C'est un professeur vraiment qui est un fervent défenseur de la laïcité, des valeurs républicaines, et qui s'attache à une vérité historique et qui veut lutter contre tous les clichés. Il n'y avait aucun événement particulier qui peut justifier un tel comportement et de telles menaces. D'accord. Alors, quand vous dites qu'il y a eu une altercation, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que des élèves se sont mis à intervenir à mauvais escient dans son cours? Oui, je peux même aller un petit peu plus loin. Je vous en prie. Il y a eu des propos antisémites qui ont été tenus, qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire de la part de l'établissement. Donc ça, c'est un fait également avéré, sinon il n'y aurait pas eu de sanction disciplinaire, s'il n'y avait pas eu ce type de comportement. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'après, l'élève en question, elle a été tout simplement exclue, et le cours a repris par la suite. D'accord. Et c'est suite... Je précise également que ce cours, il a été donné 2 mois avant les menaces. Donc, je ne sais même pas si c'est en lien direct. Alors, comment a réagi la hiérarchie de ce professeur, le rectorat, le ministère? Qu'est-ce qu'on peut dire? Pour l'instant, et je dis bien pour l'instant, puisque ça fait quasiment 1 mois que le tag a été rédigé, l'enseignant est soutenu. L'enseignant est soutenu par sa hiérarchie, qui lui a accordé, bien évidemment, la protection fonctionnelle. Il est également soutenu d'un point de vue policier, puisque j'ai pu entendre qu'il n'y avait pas eu de protection policière. C'est totalement faux. Il y a eu bien évidemment une protection policière. J'ai également pu entendre que l'enseignant n'avait pas déposé plainte. Le dépôt de plainte, il a eu lieu le jour même, évidemment. D'accord. Donc pour l'instant, il est soutenu, mais il demeure inquiet et espère rapidement pouvoir retravailler. Alors, vous nous confirmez qu'il ne retournera pas au cours, au lycée, ce lundi en tout cas. Je vous confirme que ce lundi, il ne retournera pas dans l'établissement dans lequel il exerçait. Je ne sais absolument pas où il retravaillera par la suite, si c'est dans ce lycée ou dans un autre. Ça, je n'ai aucune information et lui non plus. Est-ce que vous formulez des demandes particulières à l'éducation nationale, Maître Léandri? Ce que souhaite plutôt l'enseignant que je défends, c'est reprendre le travail le plus rapidement possible, dans des conditions professionnelles et financières qui soient bien évidemment semblables à ce qu'il avait auparavant, et également dans un secteur géographique qui lui permette de continuer dans le respect de sa vie privée et familiale. Donc là, ce que ma demande, c'est une reprise du travail le plus vite possible. Entendu, c'est très clair. Merci beaucoup, Maître Léandri. Transmettez notre soutien à votre client et professeur d'histoire-géographie, je le rappelle. Merci à vous. Alors, merci. Victor Lefebvre, on est frappé par le nombre d'affaires qui ressemblent finalement aux prémices de l'affaire Samuel Paty. Ouais, on retrouve effectivement à chaque fois le même mécanisme, c'est-à-dire d'abord une forme de harcèlement en ligne. Là, le professeur en question a été menacé sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur son compte personnel. C'était le cas aussi pour Samuel Paty, dont le nom avait été, rappelez-vous, cité publiquement
par le père de l'élève menteuse, Brahim Shnina, qui répondra de ses actes à l'automne prochain. Et effectivement, on retrouve très souvent le même mécanisme. Il y avait eu le cas de Didier Lemaire quelques mois après Samuel Paty, qui avait été également exfiltré. Le rectorat de Versailles avait également proposé sa mutation. Il était à l'époque professeur à Trappes, professeur de philosophie. Et puis il y a peut-être un chiffre qu'on peut citer qui est intéressant. C'est un sondage de l'IFOP qui date de décembre 2022, donc il y a un peu plus d'1 an, mais qui, je pense, est encore valable. C'est que 56% des professeurs du public, de l'enseignement public, se sont déjà auto-censurés pour éviter les questions de religion. Ce chiffre était de 36% en 2018, plus 20 points en l'espace de donc 4 ans. Et cette appréhension, elle est surtout visible en ZEP. Alors le lycée Joliot-Curie n'est pas un lycée ZEP, d'établissement prioritaire, mais en revanche, cette appréhension, elle est de 65% en ZEP et elle touche surtout les jeunes professeurs, à 60% pour les moins de 30 ans. Et aussi les professeurs d'histoire-géographie à hauteur de 64%. Donc on est vraiment ici dans le cœur de cible, si j'ose dire. Alors, vous êtes souvent notre invité sur Sud Radio, sur l'antenne de Sud Radio, Victor Lefebvre, souvent pour des faits divers ou des faits de société, on va plutôt parler de faits de société, qui mêlent des professeurs comme ça en difficulté. J'ai envie de vous demander tout simplement, est-ce que ce n'est pas finalement la porte ouverte à de plus en plus d'autocensure chez les professeurs, c'est-à-dire qu'ils vont finir par vraiment ne plus trouver l'énergie et le courage de faire, d'enseigner ce qui est au programme. C'est ce qu'on peut craindre, effectivement. Moi, ça m'arrive souvent, j'ai moi-même enseigné, et puis d'avoir d'anciens collègues enseignants qui me disent en ZEP, on évite maintenant d'évoquer la question du conflit israélo-palestinien, la question de l'islamisme, la question des caricatures, puisque on voit que le curseur aujourd'hui évolue progressivement, parce que Samuel Paty, c'était une caricature de Charlie Hebdo. Là, le cas de Dissous, juste avant les vacances de Noël, c'était une professeure qui montrait encore une fois un tableau de maître de la Renaissance. Donc le curseur a vraiment évolué, et le seuil de sensibilité des élèves a également évolué et s'est dégradé. Noémie Alouya, qu'est-ce que vous vouliez ajouter, pardon ? Le géopolitologue Alexandre Delval, il parle des coupeurs de langue. Il dit que les coupeurs de langue travaillent avec les coupeurs de tête. Les coupeurs de langue, ce sont ceux justement qui développent la censure par la terreur. Et là, on voit que ça fonctionne, qui réussissent à prendre du terrain. Et on comprend ces professeurs qui ont du mal à dire la vérité, c'est-à-dire simplement à raconter l'histoire, parce qu'on leur coupe la langue, parce qu'il y a cette terreur, cette frayeur. Et on voit que les islamistes gagnent du terrain, qui sont par ailleurs des abrutis d'un point de vue historique, puisqu'ils refusent simplement des cours de l'académie. De biologie. Exactement, donc des cours de sciences, des cours d'histoire, des choses qui sont avérées, et ils préfèrent réinterpréter l'histoire et faire progresser un climat de terreur qui fonctionne. Donc là, véritablement, on voit qu'il y a une progression de cet islamisme et il y a une progression du danger. Il faut quand même se féliciter du comportement du rectorat, de la hiérarchie et du ministère de l'Éducation nationale qui prend désormais toutes ces affaires très au sérieux. Parce qu'il y a une protection fonctionnelle en plus de la protection policière. Qui affiche, contrairement dans l'affaire Samuel Paty, où l'enseignant a été totalement laissé à lui-même. Je vous remercie, Victor Lefebvre, d'avoir été avec nous. Merci également, Noémie Alouya. Merci, Stéphane. Vous pouvez retrouver l'émission sur les réseaux sociaux et notamment sur la chaîne YouTube de Sud Radio et prolonger la lecture de votre enquête, Victor Lefebvre, sur factuel.media, ainsi que vos reportages, Noémie. Alors, dans un instant, on va parler auto sur Sud Radio. Au sommaire, usurpation des plaques minéralogiques, bilan 23, perspective 24. Et puis, vous apprendrez que Volkswagen bouge ses prix, notamment sur la gamme électrique. C'est tout de suite avec Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault.